Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Toute ma gratitude aux entrepreneurs grâce auxquels cette recherche a pu voir le jour. Un grand merci à Boris Cyrulnik pour son attention précieuse et ses conseils judicieux lors d'échanges fructueux. Un grand merci à Alain Fayolle, Louis-Jacques Fillon, Sylvie Roussillon, pour leur soutien et l'intérêt porté à ce thème nouveau dans l'univers de la gestion. Préface. Lorsque Marie-Josée Bernard m'a demandé d'écrire la préface de son ouvrage, Entrepreneuriat, parcours de vie et résilience, je n'ai pu m'empêcher de me remémorer nos premiers échanges, il y a plus de 7 ans, lors du démarrage de son travail doctoral que j'ai eu le plaisir de diriger. Quel chemin parcouru depuis lors! Marie-Josée Bernard est sans doute l'une des toutes premières personnes à avoir pensé et étudié certains types de comportements entrepreneuriaux, sous l'angle de la résilience. À l'époque, le concept de résilience avait été vulgarisé par Boris Cyrulnik, mais il n'avait pas encore été appliqué au domaine de l'entrepreneuriat. Les très nombreux cas de création d'entreprises observés et les multiples entretiens réalisés avec des entrepreneurs ont amené progressivement Marie-Josée Bernard à prendre conscience de la pertinence du concept de résilience pour mieux comprendre certaines situations et accompagner avec plus d'intelligence et d'efficacité des entrepreneurs ayant vécu des drames personnels et ou professionnels. La résilience est une façon de renaître de sa souffrance. Un projet de création d'entreprise peut donner l'occasion et le matériau de cette renaissance. Christian Bruyat, parmi d'autres, a montré qu'il n'était pas possible de séparer le sujet, l'entrepreneur, de l'objet, son projet entrepreneurial, dans l'étude des situations entrepreneuriales. Les deux forment un tout difficilement dissociable, chaque composante influençant, stimulant, nourrissant l'autre. Marie-Josée Bernard inscrit sa propre réflexion dans cette relation dialogique conceptualisée par Bruyat et s'intéresse au processus entrepreneurial dans sa capacité à rendre compte d'un processus de résilience. L'approche est originale et ouvre des perspectives, entre autres, aux chercheurs qui étudient la création d'entreprises par nécessité. Bien évidemment, toutes les créations d'entreprises par nécessité n'impliquent pas la survenance ou ne sont pas à l'origine de processus de résilience, mais force est de constater que les parcours et les histoires de vie de nombreux créateurs par nécessité révèlent des marqueurs et mécanismes de résilience. Les implications de l'ouvrage concernent de nombreux acteurs de l'entrepreneuriat et sans aucun doute, en tout premier lieu, le monde de l'accompagnement. Ce n'est faire injure à quiconque que d'observer que dans la majorité des cas l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises privilégie une dimension technique ou fonctionnaliste, et un centrage sur le projet. Les travaux de Marie-Josée Bernard montrent à l'évidence la nécessité d'enrichir les approches et les postures. L'accompagnement devrait se focaliser sur la dialogique sujet-objet et questionner tout autant, sinon plus, l'acteur, l'entrepreneur naissant dans son histoire, son vécu, ses événements critiques, ses aspirations, ses ressources et ses insuffisances psychologiques. L'accompagnement n'est pas que technique d'expert comptable, juridique, stratège, commercial, financier. Il devrait être humaniste, herméneutique, réflexif, critique. L'accompagnateur n'est pas qu'un fournisseur de conseils, de recettes, de réponses précises à des questions. Il devrait être aussi un bon interprète de ce qui est parfois dissimulé dans un récit ou qui n'est pas entièrement exprimé. Sans cela, il n'y a pas de possibilité d'aider, d'accompagner un individu à se réapproprier sa propre histoire et les événements critiques qui l'ont jalonné dans ce qu'ils ont de singulier et de conditionnant dans des situations entrepreneuriales à forts enjeux. Si Marie-Josée Bernard n'entre pas explicitement dans ce premier ouvrage dans le développement de ses implications à venir, elle n'en fournit pas moins des clés fondamentales à travers une description fine des processus en résonance d'entrepreneuriat et de résilience. En conclusion, l'ouvrage de Marie-Josée Bernard ouvre des perspectives de recherche nouvelles sur l'étude du processus entrepreneurial et sur la prise en compte du concept de résilience, autrement qu'en en faisant un synonyme d'autres notions, comme celle de rebond ou de persistance, qui se développe aujourd'hui dans la littérature du domaine de l'entrepreneuriat. Il suggère également des implications concrètes, et plus fondamentalement une autre voie pour réussir l'accompagnement des entrepreneurs résilients et au-delà de tous les entrepreneurs. Lyon, novembre 2014. Alain Fayolle. Professeur EM Lyon Business School. Avant-propos.
Ce livre est d'abord un hommage à tous les entrepreneurs actuels, à ceux qui l'ont été, à ceux qui le seront, qui ont et ont eu le sentiment d'être des accidentés de la vie, des vilains petits canards, des atypiques, au parcours marqué par l'intolérance, les formes de racisme ordinaire, de discrimination familiale, sociale, culturelle, psychologique qui ont désireraient changer leur trajectoire en donnant corps à un projet entrepreneurial au sens opérationnel du terme et aussi au sens de l'entreprise de soi. Il s'adresse également à toutes celles et ceux qui souhaitent accompagner des entrepreneurs dans leurs projets et dans leur quête de sens, en ne se substituant jamais ni aux décisions, ni aux orientations, en étant des interlocuteurs attentifs, bienveillants, parfois éclairants et utiles pour aider à concrétiser et donner de la valeur à ses choix. Il s'adresse enfin aux chercheurs ouverts aux démarches qualitatives et plus spécifiquement biographiques, porteuses d'un éclairage particulier sur les moteurs internes, parfois cachés et très puissants de la décision d'entreprendre. Il est issu d'un travail de recherche mené depuis plusieurs années, qui a fait l'objet d'une thèse et d'un certain nombre de publications pour mettre en lumière la démarche entrepreneuriale de ces sujets particuliers qui ont décidé de changer l'ordre des choses au sein de leur parcours personnel, en mettant leur itinéraire de vie au service de nouveaux choix et de leur projet d'entreprendre. Il poursuit plusieurs objectifs. Valoriser une approche à la fois théorique et empirique qui veut privilégier l'expression spontanée, intime, personnelle de nos témoins, qui ont bien voulu coopérer depuis plusieurs années aux travaux évoqués ci-dessus, pour accéder à la compréhension d'un vécu de l'entrepreneuriat, au cœur même des parcours de vie des entrepreneurs choisis. Comprendre comment se sont construites les représentations de la décision d'entreprendre, chez des personnes au parcours de vie riche en événements à forte intensité. Éclairer comment ces représentations influencent le sens donné à la création d'entreprises. Permettre ainsi, de saisir sur le vif, au plus près de la réalité exprimée par les sujets eux-mêmes, le processus d'élaboration du choix d'entreprendre, dans le cadre temporel du parcours de vie retracé dans chaque récit. Rendre visible le lien entre des projets à fort enjeu d'accomplissement, mais aussi utiles pour d'autres que soi-même, et la nature d'un parcours de vie, mise en lumière notamment par le repérage des événements critiques qui le composent. Mettre ainsi en relief la dimension de réparation psychique et de dynamique développementale, finalité de la résilience, contenue dans la création d'entreprises. Au cours de notre parcours professionnel, nous avons été interpellés par des récits, des témoignages d'entrepreneurs, évoquant notamment leurs difficultés à retrouver l'espoir dans une nouvelle trajectoire professionnelle. Ils ont souvent manifesté leur besoin de retrouver la nécessaire confiance en soi, dans un potentiel de compétences et exprimer l'envie de retrouver une place, un rôle et une mission à accomplir. Dans le cadre des formations que nous avons réalisées, notre attention a été vivement attirée par des profils de personnalités atypiques, mettant une énergie particulière à la réalisation de leurs projets de création et de reprise. C'est bien à ces personnes que ce travail veut rendre hommage, en montrant la richesse de leur parcours, leur utilité pour d'autres et le respect que ces entrepreneurs nous inspirent. Les futurs créateurs, que nous avons considérés comme résilients rencontrés, suivis et accompagnés, pour certains, nous ont livré leur expérience, parfois douloureuse du passé récent ou plus lointain. Ils ont manifesté clairement leur forte détermination à dépasser ce qui pouvait prendre la forme d'un enfermement, d'une fracture dans leur parcours. Nous avons pu constater leur désir de liberté, leur aspiration à de nouvelles responsabilités, ainsi que leur détermination à retrouver une certaine dignité. Ils ont le plus souvent vécu une confrontation, parfois brutale, aux manifestations de puissance et d'incohérence des organisations au sein desquelles ils ont évolué, de nature à raviver leurs blessures initiales. Cette décision d'entreprendre peut ici ressembler à un vrai projet de reconstruction de soi, Bernard 2006. Ces entrepreneurs que nous évoquons ont vécu des épreuves d'une très grande difficulté dans leur parcours professionnel et dans leur parcours de vie tout simplement. Ils témoignent souvent d'une certaine amertume, teintée de tristesse, d'un sentiment d'impuissance, de colère et de révolte face à différentes formes de violence ou de difficultés profondes rencontrées dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du travail ou plus largement, au cours de leur parcours de vie. L'entrepreneuriat devient alors une réponse comme une ultime chance, une aventure, en tout cas une nouvelle voie pour se retrouver soi-même. C'est ainsi
que c'est effectuer le rapprochement entre ce constat et le propos de la résilience. La proximité entre la quête de ces entrepreneurs et l'objet même du processus de résilience s'est peu à peu imposée. Elle est devenue pour nous une hypothèse de réflexion, digne d'intérêt. C'est de cette façon qu'est née l'idée selon laquelle le processus entrepreneurial constitue pour un certain nombre d'entrepreneurs une réelle opportunité de construction et ou de reconstruction d'une identité personnelle et sociale. Formaliser cette approche en mobilisant le concept de résilience contribue à éclairer, selon nous par un nouvel aspect, le déclenchement de l'acte d'entreprendre, à valoriser l'exploitation de sources d'informations issues du vécu des entrepreneurs et à faire évoluer les pratiques d'accompagnement. Introduction. Le propos de cet ouvrage est donc de rendre compte d'une aventure de la pensée et des rencontres qui en ont fait partie. Il n'est pas d'affirmer que tous les entrepreneurs sont des personnalités entrées en résilience, car tous n'expriment pas forcément le fait d'avoir vécu des événements hautement traumatiques, mais que certains ont mobilisé cette énergie particulière pour transformer leur parcours personnel à travers le choix de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons mettre en exergue la façon dont le processus de résilience peut devenir une clé de compréhension du passage à l'acte de création d'une entreprise, et du sens de l'entreprise ainsi créée. Nous parlons d'entreprise comme métaphore du parcours de vie d'un individu. Nous traiterons notre problématique en 3 parties. Dans une première partie, nous rappellerons les différents ancrages théoriques que sont les nôtres au sein de la littérature en entrepreneuriat. Dans une deuxième partie, nous présenterons notre conception de la résilience en situant également les cadres de référence que nous avons choisis. Dans la troisième partie, nous proposerons notre propre modèle de résilience largement illustré par les extraits de récits de vie propres à chacun des 3 entrepreneurs retenus pour la démonstration de notre propos. Tout au long de ce travail, nous prenons la liberté de traiter la notion d'entrepreneuriat et de résilience comme des noms propres, ou bien comme des noms communs. Quelques précisions importantes. Première précision. Il est essentiel de clarifier la notion de résilience comme l'expression d'une dynamique psychologique sociale, développementale, comme processus complexe, diachronique et synchronique et non comme la désignation d'un état limite ou pathologique, ne concernant qu'une population à problème. Deuxième précision. Du fait du choix de ce cadre théorique, il n'a pas été nécessaire de nous inscrire dans une approche typologique créant 2 catégories, une d'entrepreneurs résilients et l'autre d'entrepreneurs non résilients. Cette répartition pourrait entretenir l'idée confuse que la résilience est un état essentiellement clinique, ou la désignation d'un trait psychologique particulier, à caractère immuable, voire une caractéristique pathologique. La résilience implique bien sûr un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles nous reviendrons de façon détaillée. Nous ne souhaitons pas nous trouver dans la même difficulté que celle rencontrée par la recherche en entrepreneuriat, lorsque celle-ci s'est engagée dans l'approche par les traits pour tenter de faire une typologie de l'entrepreneur, ce qui s'est transformé au fil des nombreux travaux en une forme d'impasse. Nous ne souhaitons pas non plus produire un discours sur une ontologie de la résilience, mais rendre compte de sa dynamique. Troisième précision. Le processus de résilience est une dynamique psychologique, psychique et sociale qui peut être activée par chaque individu, à la suite d'une situation extrême. Tout le monde n'active pas forcément ce processus et lorsque celui-ci l'est, il pourra se manifester de façon diverse. Il existe donc une singularité des formes d'expression, au-delà des processus cliniques, repérables. Les parcours de vie sont tous différents. Cependant, il n'est pas ordinaire de décider de créer une entreprise et plus particulièrement une entreprise qui entre en résonance forte avec sa propre histoire. Regarder autrement un phénomène, très largement observé et étudié, pour l'éclairer par cet angle de vue qui est le nôtre, est une façon d'apporter une nouvelle contribution à une dynamique considérée la plupart du temps essentiellement sous l'angle socio-économique ou organisationnel. Nous défendons l'intérêt intrinsèque de la résilience dans ses mécanismes originaux, ses principes dynamiques et non comme un qualificatif à consonance souvent misérabiliste. Le parcours de Steve Jobs, par exemple, est une illustration marquante de ce propos. Son histoire familiale, enfant illégitime, en effet, a certainement eu un impact très important sur la construction de sa démarche.
La résilience, pour nous, est un processus global de l'être vivant, de l'individu qui peut être activable par chacun d'entre nous, lorsque nous décidons intérieurement de basculer positivement vers la vie. C'est le choix du mouvement contre l'inertie, pour la reconstruction de soi. C'est aussi la mobilisation de nos talents, le désir de recréer de la valeur sous différentes formes, alors que tout pourrait face à l'adversité nous plonger dans le renoncement. Le concept de résilience trouve son origine dans une discipline très différente, la physique des matériaux. Dans ce cadre de référence, elle désigne la résistance des matériaux soumis à un choc élevé et la capacité pour une structure d'absorber l'énergie cinétique du milieu sans se rompre. Dictionnaire Robert. La résilience varie de part et d'autre d'une certaine température, appelée température de transition. La résilience de l'acier est considérée comme due à la nature de la matière. Il existe un seuil de rupture en rapport avec la nature de l'alliage. Pour une personne, différents facteurs internes et externes peuvent influencer cette capacité de résistance. Néanmoins, la résilience ne se réduit pas à une simple mesure de cette capacité, ce qui peut induire l'idée d'une propension à la rigidité, ni à une capacité d'adaptation à n'importe quelle situation, même la pire. Pour qu'il y ait résilience, il faut certes une certaine souplesse et surtout un rebond vers le nouveau, le devenir. La résilience sur un plan psychologique peut se définir comme la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Cyrulnik, Mancio, Van Istendal, Lecomte, 2001 page 17. Ou encore, la capacité à se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants. Le mot résilience vient du latin et signifie ressauter. Non pas ressauter à la même place, comme si rien ne s'était passé, mais ressauter un petit peu à côté pour continuer d'avancer. Résilier un engagement signifie aussi ne plus être prisonnier d'un passé, se dégager. La résilience n'a rien à voir avec une prétendue invulnérabilité ou une qualité supérieure de certains, mais avec la capacité à reprendre une vie humaine malgré la blessure, sans se fixer sur cette blessure. Boris Cyrulnik, 2005, ce qui peut concerner un grand nombre d'individus. De la même manière, nous aimerions définir l'entrepreneuriat. Dans l'introduction de son livre « Devenir entrepreneur 2007 », Alain Fayolle exprime la difficulté à définir l'entrepreneuriat, car le phénomène est multidimensionnel, hétérogène, complexe et équivoque. Fayolle 2007 page 10. Une seule définition ne peut donc, semble-t-il, suffire à couvrir la diversité des facettes de l'objet étudié. Il est également possible de définir l'entrepreneuriat comme un processus susceptible de prendre place dans différents environnements et sous différentes configurations. Page 10. Il rappelle les deux critères retenus par Bruyas pour délimiter le champ de l'entrepreneuriat, qui sont le degré de changement pour l'individu, en incluant le niveau de risque personnel dans l'accès à la fonction entrepreneuriale et la création de valeur à travers le potentiel contenu dans un projet ou dans une innovation. 2007 page 10-12. Dans cette même introduction, Fayolle explique que l'entrepreneuriat couvre 3 registres distincts: le mode de pensée, les comportements et les situations. Dans le cadre de cette recherche, nous définirons personnellement l'entrepreneuriat comme la création d'une organisation porteuse d'innovation, au sens large du terme, c'est-à-dire pas simplement technologique, mais de tout type, et de création de valeur économique, sociale, sociétale et pas simplement financière, permettant à un individu, ou à une équipe, mais ici nous nous intéresserons à la démarche individuelle. C'est aussi la mise en œuvre de la vision de son projet, en cohérence avec ses valeurs et son projet de vie. 4e précision. Les 3 personnes dont nous avons choisi de présenter le parcours et le projet sont d'âges différents. 33 ans, 44 ans, 54 ans au moment de la création. Chacun de ces 3 entrepreneurs a réalisé la création de son entreprise, à un moment clé de son parcours de vie. Pour le respect de chacun, nous utiliserons des initiales et le plus souvent nous aurons recours à la notion d'histoire 1, histoire 2, histoire 3. Pour les désigner et les citer, nous utiliserons également des initiales pour nommer les entreprises créées et les organisations auxquelles il est fait référence. Ces 3 entrepreneurs ont créé leur entreprise entre 2000 et 2006.
Ces 3 entreprises ont une dimension sociale importante et un caractère innovant dans leurs domaines respectifs. Par respect pour les personnes et leur anonymat, nous utiliserons la majuscule pour le terme « sujet » lorsque ce terme les désigne. Nous présenterons la plupart du temps le terme « sujet » avec une majuscule, par égard pour ces 3 personnes. Le sujet 1 a créé en 2004 une entreprise d'aide au recrutement des personnes handicapées, de conseil et de formation dans ce même domaine auprès des entreprises. Cette société se développe également de manière constante par des actions de formation, centrées sur le handicap, comme expression de la différence et de la complémentarité. Cette découverte se fait à partir d'une pédagogie ludique et par une mise en situation des personnes valides, particulièrement efficace. Le chef d'entreprise a reçu différents prix et récompenses pour son action et de nombreux articles ont été réalisés sur son itinéraire. Le sujet 2 en 2006 a créé une entreprise de micro-investissement pour aider les entrepreneurs démunis, ou à une étape critique, à pouvoir se lancer et réussir leurs projets. Elle réunit par ailleurs des investisseurs, aux profils très variés, qui apportent leur financement et parfois d'autres compétences aux entrepreneurs. Aujourd'hui, cette entreprise a déjà contribué à lancer de nombreux projets. Elle a récemment diversifié sa structure d'investissement. Son objectif est de favoriser, pour une partie de son activité, des projets en lien avec l'économie sociale et solidaire, en parallèle des autres projets soutenus, qui peuvent être à caractère très innovant. Le chef d'entreprise s'investit également beaucoup dans une association de dirigeants d'entreprise centrée sur les valeurs morales et éthiques. Il bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance légitime dans un environnement financier réputé difficile d'accès. Le sujet 3 a créé en 2000 une entreprise dédiée à la prévention des addictions en entreprise, en commençant par la prévention du risque de l'alcool et en élargissant son approche à l'ensemble des addictions et aujourd'hui à celle des risques psychosociaux. Cette entreprise a développé une approche originale, qui mobilise l'ensemble des parties prenantes au sein de l'entreprise en mettant notamment, très tôt, la question de la santé au travail des personnes au centre des préoccupations des organisations destinataires de son action. Un des objectifs de l'entreprise et de son dirigeant est de lever le tabou sur un sujet délicat et de réduire le déni organisationnel pour traiter une problématique en développement croissant. Le chef d'entreprise a récemment reçu un prix en reconnaissance de son parcours. Ils présentent tous 3 un certain nombre de caractéristiques quant à la problématique de la résilience. Ils ont vécu des épreuves, caractérisées par des événements traumatiques avérés. Nous présentons brièvement ci-dessous les éléments comme relevant de l'origine du traumatisme, au sein de ces parcours. La maladie sous la forme de la polio, entraînant d'abord un choc pour la famille, ensuite l'hospitalisation dès la toute petite enfance et la survenue du handicap pour le sujet 1. La naissance dans un pays en guerre, le Vietnam, l'abandon dans un orphelinat à la toute petite enfance, l'adoption par une famille française suivie de la maltraitance dans cette même famille pour le sujet 2. La discrimination d'abord affective, ensuite scolaire, la séparation et l'éloignement de la famille lors de la naissance du frère cadet, la privation d'un parcours d'éducation normale dans le circuit classique, remplacé par une scolarité courte et technique imposée, du type CAP, débouchant sur une vie ouvrière difficile. La confrontation à l'alcoolisme du père. La plongée progressive dans l'alcoolisme pour le sujet, et la sortie définitive de la problématique de cette addiction. Le choix de ces 3 parcours s'est imposé par une certaine exemplarité des projets portés et de leur mise en œuvre. Les 3 sujets ont su utiliser leur histoire comme outil de création. Éclairer, montrer comment ce type de parcours est rendu possible par la mise en lumière de sa structure invisible, est un des buts de cette réflexion. La structure de ces parcours peut devenir ainsi un exemple, une référence pour comprendre le sens de certains projets et pour pouvoir ainsi mieux les détecter et ensuite les accompagner dans leur développement. Nous aimons penser, comme Boris Cyrulnik, que tout créateur sort de la norme. Toute création est anormale, 1997, page 113. Notre propos s'adresse également aux chercheurs, aux institutionnels, aux professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprises, aux créateurs, aux différents partenaires qui entourent l'entrepreneur. En s'intéressant au parcours des entrepreneurs, à partir de leur récit de vie,
dans tous leurs aspects, il est possible de saisir l'élaboration du processus de déclenchement et d'engagement, intrinsèquement lié à cette histoire. La création d'entreprises en cohérence avec l'histoire de la personne est porteuse d'un sens profond, et nous semble de nature à favoriser l'émergence de projets particuliers, présentant une dimension sociétale importante. Chapitre 1 – Le discours entrepreneurial sur la question du déclenchement. La recherche en entrepreneuriat s'est d'abord consacrée à la compréhension de l'entrepreneur en tant que personne, ou plutôt en tant qu'individu acteur économique. Elle s'est ensuite intéressée à la notion de contingence du contexte, cherchant à identifier des catégories spécifiques de situations de création, pour se consacrer à la compréhension des processus d'émergence organisationnelle. La question du déclenchement de l'acte d'entreprendre a plutôt été traitée comme une chaîne d'étapes relativement rationalisable, à partir essentiellement des modèles d'intention et des normes qui régissent ces intentions. En 1983, Shapiro introduit l'hypothèse d'un effet de déplacement pouvant être à l'origine de la décision d'entreprendre. Il précise: Displacement can be negative or positive. Or there may be a combination of positive forces that pull the individual out of inertia, and negative forces that push him out of it. Displacement is not always the result of an external event. Shapiro fait référence au sentiment personnel, à la perception de soi. An individual simply comes to realize that he has no future or really doesn't want to do his current job the rest of his life. Displacement is the result of internal dialogue. 1983, page 84. Au-delà de la question de l'activité professionnelle, il y a la question de l'intérêt, du sens et de la valeur de ce que l'on fait, de qui l'on souhaite être et devenir. Shapiro relie ce sentiment intérieur à la notion de besoin de locus of control. C'est une piste que nous trouvons indispensable de creuser, car nous faisons l'hypothèse qu'il y a beaucoup à apprendre de ce dialogue interne évoqué par Shapiro, au-delà d'une simple variable, de nature à accompagner une intention, pour qu'elle devienne une concrétisation entrepreneuriale. Cette réflexion intègre donc, précisément les apports de la théorie du comportement planifié, issue de la théorie de L'. Action raisonnée, élaborée par Azedjen 1975, 1987, 1991 et Fishbein 1980, ceux donc des modèles de Shapiro 1975, 1983 et Sokol 1982, Kruger 1993 qui expliquent l'événement entrepreneurial à partir de 4 variables. Les déplacements positifs et négatifs et situations intermédiaires. Les perceptions de désirabilité. Les perceptions de faisabilité. La propension à l'action, dimension psychologique. En 1993, Kruger a repris le modèle de Shapiro et Sokol en intégrant le concept d'intention. Les différents travaux autour de la dialogique individu-projet, bien représentés par Bruyat, 1993, ainsi que ceux qui ont éclairé la notion de processus entrepreneurial, Bruyat, Bigrave, Fayol, 2002, 2005, Verstraete, Steyart et d'autres, sont des repères essentiels pour éclairer les différentes étapes de notre raisonnement. La recherche en entrepreneuriat a mobilisé de nombreux modèles pour tenter de comprendre la complexité de l'acte d'entreprendre, qu'il soit analysé du point de vue de l'entrepreneur, du contexte, de l'action et ou du processus entrepreneurial. Tous ces modèles sont eux-mêmes nourris de métissage, d'approches de type psychologique, sociologique, socio-économique, systémique, organisationnel. Dans la littérature du champ de l'entrepreneuriat, un certain nombre de chercheurs ont abordé la création d'entreprises comme projet de vie, en y associant parfois l'idée de rebond, même de réponse au destin. Brasseur et al., 2010. Dans un récent ouvrage consacré au lien entre entrepreneuriat et insertion, le concept de résilience est en effet mobilisé. Il est présenté comme principe explicatif de sortie de contextes sociaux difficiles, défavorisés, des situations extrêmes, qui peuvent finalement être associées à une forme de circonstance marginale, peu représentative de la communauté des entrepreneurs. Il est important pour nous de souligner qu'il n'est pas nécessaire de traiter de formes spécifiques de détresse sociale, pour parler de résilience. Cette utilisation pertinente de la résilience, pour éclairer certains mécanismes liés à des formes particulières d'entrepreneuriat, est une étape. Pour notre part,
nous souhaitons aller plus loin dans notre recherche et faire le lien entre choix d'entreprendre, type de projet créé et parcours de vie, en mobilisant le concept de résilience. Nous constatons une insuffisance dans la littérature sur la question du passage à l'acte, et particulièrement sur le déclenchement du processus au-delà de l'intention. La phase de prédémarrage d'un projet entrepreneurial est une étape clé du processus de création de nouvelles entreprises. Gailly, 2002. Si plusieurs thèses, Tounes 2003 et Mine 2003, ont étudié l'intention entrepreneuriale, elles se concentrent plutôt sur l'amont du processus et non pas sur le passage à l'action. Le processus final de déclenchement de l'action est méconnu. Peu de travaux y sont consacrés. Kruger et Brasil, 1994, Kruger et al., 2000. L'intention aurait dans la littérature le pouvoir de permettre de prédire les comportements. Pour certains, comprendre et expliquer ce processus cognitif éclairera le motif de l'engagement dans le processus entrepreneurial, bien avant de rechercher une opportunité ou de décider quel type d'activité lancer. Les travaux menés sur l'intention entrepreneuriale soulèvent tous des problèmes de validité prédictive. Kruger montre qu'une faible proportion des individus présentant un potentiel entrepreneurial suffisant formulent l'intention d'entreprendre. Kruger et al., 2000. Une part encore plus réduite prendra l'initiative de créer une entreprise. Ce qui relève de la volonté exprimée à l'instant T peut facilement se transformer en un improbable projet. Tkachev et Colveride, 1999, ont mis en évidence que l'on ne peut s'appuyer sur l'hypothèse d'une stabilité des attitudes et des perceptions au cours du temps. On ne peut exclure que les mêmes causes n'entraîneront d'autres effets. Cependant, d'après Crozier et Friedberg 1977, une fois acquises et établies, les attitudes sont relativement stables, donc mesurables. Le caractère de stabilité relative ainsi posé leur permet de prédire les comportements et de prévoir l'augmentation des coûts de désengagement. L'intention présente une forte dimension évolutive en fonction des circonstances, des caractéristiques des profils des individus, des contextes et des opportunités. Kruger et Karlsruhe, 1993, Kruger et Brasil, 1994. Les événements professionnels, licenciements, chômage, carrière contrariée, les opportunités d'affaires, la disponibilité des ressources sont des facteurs qui pourraient affecter les attitudes et les perceptions et par là même les intentions des individus. Nous allons montrer comment les études sur la résilience peuvent éclairer précisément cette notion de passage à l'acte. Nous faisons l'hypothèse que l'intention n'est peut-être que la partie visible d'un processus immergé, complexe et beaucoup plus puissant que l'intention elle-même, nourri de l'histoire de l'individu et d'événements particulièrement importants, parfois combinés, de nature à déclencher l'action d'entreprendre. L'intention est une expression de l'individu, qui dans la problématique qui est la nôtre, se manifeste en raison de motifs plus importants que l'intention elle-même. Le passage d'une logique d'opinion, l'intention de créer une entreprise, à une logique d'action, l'acte de création, est donc difficile à saisir. Pour Bruyat 1993, qui rejoint chez Pro et Sokol 1982, l'engagement se réalise lorsque l'action de créer est perçue comme préférable au maintien dans la situation présente, salarié, chômeur, étudiant. Comme le souligne Kruger, intention can change, we often have conflicting intentions, 1997 page 4. La littérature en entrepreneuriat a donc tenté de donner une compréhension globale du phénomène, en intégrant plusieurs éléments du processus de création. Il s'agit des différents travaux de Reynolds, 1992, 1999, Herbert Fayol, 2001-2005. De George, dans sa thèse de 2007, s'appuie sur les modèles d'intention et sur la notion de déplacement pour élaborer un nouveau modèle de processus de déclenchement. Son objectif était de contribuer à mieux comprendre les trajectoires de carrière des ingénieurs français. Il résume la problématique, en donnant 3 issues différentes du processus intentionnel. L'intention se transforme en action. L'abandon de l'intention. L'attractivité d'une situation préférable. Le niveau de l'intention sous l'effet du temps et de facteurs externes se transforme jusqu'à un niveau suffisant pour déclencher le processus entrepreneurial. De George conclut que l'intention comme seul facteur ne permet pas forcément d'expliquer le passage à l'action. Il a également montré que l'intention évolue avec le temps.
Il insiste sur le fait que des modèles d'intention statiques doivent être au moins enrichis d'une modalité temporelle. Il préconise fortement le travail sur la temporalité pour les recherches futures. Brenbach et al. 2007 rappellent que les modèles d'intention n'arrivent pas à prendre en compte toute la dimension de celle-ci, ni suffisamment l'impact du contexte sur les intentions et la décision réelle. Delmar en 2005 met en évidence la distinction entre la volonté et le résultat effectif de son action. Approfondissement de la perception du contrôle et de sa propre efficacité. Une étude de Taylor et Todd, 1995, a porté sur la théorie de l'action planifiée dans le contexte spécifique des systèmes d'information. Leurs résultats démontrent que les éléments qui déterminent la variable d'attitude sont la perception de l'utilité, la perception de la facilité d'utilisation et la compatibilité. En ce qui concerne les normes subjectives, l'influence des pairs et l'influence des supérieurs hiérarchiques prédomineraient. Ajeune, en 2002, a mis en évidence à partir de 5 études que la perception d'auto-efficacité est un facteur significatif pour prédire l'intention. Le modèle de Shapiro et Sokol a été repris et vérifié par Kruger, 1993. Kruger et Casarod, 1993, Kruger et Brasil, 1994, Kruger et Dixon, 1994, Kruger, Reilly et Casarod, 2000. Aussi, selon ce modèle, pour qu'un individu initie un changement d'orientation important dans sa vie, tel que peut l'être la décision de démarrer sa propre entreprise, un événement doit venir précipiter une telle décision, ou du moins briser la routine établie. Kruger et Brasil, 1994, établissent que l'individu saisit l'opportunité de se lancer dans l'entrepreneuriat s'il a une prédisposition initiale, une attitude favorable à l'égard de cette perspective. La création d'entreprise qui est l'action réalisée, fruit d'un acte décisionnel, est déterminée autant par des variables reliées à l'individu, que par des variables que l'on peut nommer comme exogènes qui influencent les décisions. En 2006, Colveride, Yakovleva et Kikul ont intégré la théorie du comportement planifié et le modèle de l'événement entrepreneurial dans un seul modèle, testé sur un échantillon de 528 personnes. Les résultats de leur analyse suggèrent que les deux théories peuvent être intégrées dans un seul modèle au sein duquel les attitudes et les normes sociales déterminent la désirabilité perçue du comportement entrepreneurial. Les normes sociales et le contrôle perçu déterminent la faisabilité perçue. La désirabilité et la faisabilité déterminent ensemble les intentions entrepreneuriales. Au cours des années 70 à 80, Bandura a élaboré la théorie socio-cognitive. Albert Bandura, l'un des plus célèbres psychologues américains, est au fondement du courant socio-cognitiviste. Il place l'individu au cœur d'une triade d'interaction entre facteurs cognitifs, comportementaux et contextuels. Les sujets sociaux apparaissent ainsi à la fois comme les producteurs et les produits de leur environnement. L'approche socio-cognitive, ou psychologie sociale cognitive, s'appuie sur le postulat que la cognition est sociale, au sens où l'ensemble des processus de production de connaissances sont intrinsèquement, inévitablement et profondément sociaux. Loriol, 1996, page 5. Bandura, 1992, a montré que le sens de la compétence et la croyance de pouvoir mettre en œuvre un comportement cible constituent une attitude puissante qui conduit à la prise de décision humaine et il a ainsi introduit la notion d'auto-efficacité. L'auto-efficacité est le sens de sa propre compétence, c'est-à-dire la croyance que nous pouvons faire quelque chose de spécifique, Bandura, 1997-2001. C'est la croyance d'un sujet en sa capacité d'accomplir efficacement certaines activités et responsabilités, Chen et al. 1998, Markman et Baron, 2001. C'est aussi la conviction qu'un individu a lui-même d'être capable d'organiser et de réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement d'un but. Bandura, 1997, cité par Carsanti et Larose, 2001. La notion d'auto-efficacité, comme celle de lieu de contrôle interne, est également une variable cruciale pour le processus de résilience. En 1994, Boyd et Wozicki ont proposé l'idée que l'auto-efficacité joue un rôle important dans le développement des intentions et des actions entrepreneuriales, et Kruger et Brasil, 1994,
ont proposé l'idée que l'auto-efficacité permet de prévoir ainsi le potentiel entrepreneurial. Si nous examinons plus précisément les travaux, qui ont donc été menés pour étudier le rôle que peut jouer l'auto-efficacité dans l'étude de l'entrepreneuriat, les résultats ont été les suivants. L'auto-efficacité est une variable cognitive déterminante dans l'évaluation du comportement entrepreneurial, Levander et Rakuya, 2001. L'auto-efficacité est fondamentale pour s'engager dans des activités entrepreneuriales, Markman et Baron, 2001. L'auto-efficacité entrepreneuriale est la perception de la confiance des entrepreneurs en eux-mêmes, dans leurs propres capacités entrepreneuriales, avant qu'ils ne soient disposés à se lancer dans les affaires, Bandura, 1986. La perception de l'auto-efficacité est un antécédent essentiel de l'opportunité perçue, Kruger et Dixon, 1994. Les individus ayant un sentiment élevé d'auto-efficacité considèrent les situations comme des opportunités réalisables, Bandura, 2001. Les entrepreneurs comparés aux non-entrepreneurs ont un fort sentiment de maîtrise de leur avenir, Brokos, 1982. La notion d'optimisme entrepreneurial est liée à la croyance en l'auto-efficacité, Kruger et Dixon, 1994, Kruger et Brasil, 1994. Les personnes qui ont un faible CEP, sentiment d'efficacité personnelle, dans un domaine particulier, évitent les tâches difficiles qu'elles perçoivent comme menaçantes. Elles manifestent de faibles niveaux d'aspiration et une implication réduite par rapport au but qu'elles ont choisi d'atteindre. Confrontées à des difficultés, ces personnes butent sur leur potentielle défaillance personnelle, sur les obstacles et sur les conséquences négatives de leurs actes plutôt que de se concentrer sur la façon d'obtenir un résultat plus satisfaisant. Elles ont tendance à diminuer leurs efforts et se découragent rapidement face aux difficultés. Elles sont plus lentes à retrouver leur sens de l'efficacité après un échec. Elles considèrent un résultat insatisfaisant comme la marque d'une déficience d'aptitude, et le moindre échec est de nature à entamer leur propre conviction en leur capacité. Le cumul de ces caractéristiques minimise les opportunités d'accomplissement et expose l'individu au stress et à la dépression. La question du sentiment d'auto-efficacité est donc sous cette forme un facteur déterminant pour un individu qui veut redonner un nouvel élan à sa vie. Au contraire, un CEP élevé renforce les besoins d'accomplissement et le bien-être personnel de plusieurs façons. Les personnes avec une forte assurance concernant leurs capacités dans un domaine particulier considèrent les difficultés comme des défis à relever plutôt que comme des menaces à éviter. Ces individus se fixent des buts stimulants et maintiennent un engagement fort pour les atteindre. Ils augmentent et maintiennent leurs efforts face aux difficultés et recouvrent ainsi rapidement leur sens de l'efficacité après un échec ou un retard. L'échec est considéré comme dû à des efforts insuffisants ou à un manque de connaissances ou de savoir-faire qui peuvent être acquis. Les situations menaçantes sont ici approchées avec assurance, car les individus estiment exercer un contrôle sur celles-ci. Cet ensemble de caractéristiques d'auto-efficacité favorise les accomplissements personnels, réduit le stress et la vulnérabilité. Nous rejoignons là précisément la problématique de la résilience. Les personnes résilientes ont forgé leur sentiment d'efficacité personnelle à travers les épreuves et développent précisément la capacité à conserver le cap pour atteindre les objectifs fondamentaux, sans jamais relâcher leur attention, même si parfois des moments de découragement peuvent se faire sentir. Ces travaux mettent en évidence que posséder un sentiment d'auto-efficacité favorise la reconnaissance d'opportunités chez l'entrepreneur. Le choix de créer sera alors fonction de 3 éléments. Les perceptions de désirabilité. Elles représentent le degré d'attraction personnelle de créer son entreprise. Les croyances de désirabilité sont doubles. Elles comprennent les croyances relatives aux conséquences de la création d'une entreprise d'une part et les croyances relatives à l'environnement social d'autre part, Jeune, 1991, chez Pro et Sokol, 1982. La notion de la désirabilité est très intéressante pour la problématique de la résilience, car en effet elle s'articule parfaitement avec la reconquête de l'estime de soi. Les perceptions de faisabilité. Elles reflètent le degré de croyance de l'individu dans le fait qu'il est personnellement
capable de créer une organisation. La propension à agir. ShapePro conçoit la propension d'agir comme la disposition personnelle d'agir selon ses propres décisions. Ainsi, la propension d'agir reflète la composante délibérée de l'intention. Conceptuellement, cette propension dépend des perceptions de contrôle des conséquences d'un comportement sur l'environnement et le contexte. Cette notion qui est au cœur de l'intention nous semble de nature à nourrir le processus de reconstruction, qui passe par de nouveaux talents acquis par l'entrepreneur résilient, qui a vécu des situations lourdes. Un personnage comme Steve Jobs incarne parfaitement cette notion. Ces approches théoriques permettent de fonder l'hypothèse des qualités de résilience mobilisées par l'entrepreneuriat. Nous y ajoutons un complément. La désirabilité et la faisabilité peuvent être également nourries des représentations et des croyances construites par le travail d'élaboration psychique, réalisé à la suite des événements critiques de vie, événements à fort impact sur les attitudes du futur entrepreneur. Nous retenons que pour déclencher une intention, qui induira un comportement entrepreneurial, il faut que le futur entrepreneur soit porteur d'un certain type de perception, de représentation et de croyances créatrices de motricité. Nous allons étudier de plus près, maintenant, la variable de déplacement. La notion de déplacement, accélérateur de la décision de passer à l'acte d'entreprendre. Le modèle de ShapePro, 1975-1983, préconise que la décision d'entreprendre exige deux conditions. D'une part, les futurs entrepreneurs doivent percevoir que créer une entreprise est quelque chose de crédible. La crédibilité exige un seuil minimum de perception de la faisabilité et de la désirabilité. D'autre part, la création d'entreprise exige un événement ou un déplacement qui précipite l'action. Une certaine inertie guide le comportement humain jusqu'à ce qu'un événement ou un fait interrompe ou déplace cette inertie. Le déplacement est souvent négatif, tel que la perte d'emploi, ou un événement familial grave, mais cela peut être positif, tel que recevoir un héritage ou gagner une somme importante. Le déplacement précipite un changement dans le comportement. L'individu cherche alors la meilleure opportunité disponible, parmi un ensemble d'alternatives. Katz, 1992. Figure 1. Représentation des déplacements d'après ShapePro et Sokol, 1982. Selon ShapePro, 1982, les événements de vie significatifs, tels que la perte d'emploi, la migration, etc., peuvent précipiter considérablement l'engagement dans l'activité entrepreneuriale. Selon cette approche, les individus n'ont pas forcément complètement changé, mais leur perception des nouvelles circonstances ont varié. Le potentiel entrepreneurial peut être présent, mais il exige un déplacement pour se manifester. Ainsi, les attitudes envers l'entrepreneuriat, la faisabilité perçue et la désirabilité perçue, affectent les intentions et par la suite, le comportement. Le choix du comportement dépend aussi de la crédibilité relative du décideur et de sa propension à agir. La notion d'événement est abordée de façon contextuelle et exogène. Au-delà du contexte qui a provoqué le déplacement, c'est toute la dimension de la personne qui est touchée, son parcours au sens des événements historiques qui le composent. Ces dimensions mobilisées par la notion de déplacement, et qui nous semblent très importantes, ont peu à peu été abandonnées. Au-delà de l'aspect situationnel, qui lui-même pourrait déjà représenter un champ d'étude à part entière, la notion de déplacement nous semble très intéressante, car elle pose la question de la diversité des réactions possibles de l'individu face à ces différents événements, source de bouleversements dans sa vie. Une façon de redonner du sens à cette notion est pour nous, de mobiliser comme principe de compréhension le concept de résilience et l'approche biographique. Cette méthode nous permet de démontrer de façon approfondie l'impact des événements que nous qualifierons de critiques, capables de rendre compte de certains principes du processus de résilience. L'événement change la perception du monde, le changement induit des transformations importantes. C'est ici que la résilience va prendre toute sa valeur explicative. Ainsi, la création d'entreprise qui est la résultante observable est autant déterminée par des variables reliées à l'individu que par des variables exogènes qui influencent ses décisions. L'événement est la plupart du temps pris en compte dans son extériorité
et rarement dans son intériorité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.